Quand on parle d'écologie et des actions qu'on pourrait mettre en place très concrètement pour lutter contre le dérèglement climatique, il y a un sujet qui est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, qui crispe les groupes d'amis à l'approche des vacances, c'est l'avion. Moi, je fais partie de celles et ceux qui ont eu la chance et surtout le privilège de pouvoir prendre l'avion quand ils étaient plus jeunes. Et je crois que ce sujet, c'est vraiment ma première grande claque climatique, ma première grosse prise de conscience liée à cet article. Alors depuis, j'en ai vraiment fait une de mes grandes priorités, d'essayer de partir en Norvège en train, de prendre le temps d'aller loin et surtout d'aller souvent moins loin. Ce qui fait qu'en 7 ans, je l'ai pris seulement une fois pour participer à des négociations climatiques sur la question des fonds marins. Le but de cette vidéo, c'est pas d'essayer de faire la guéguerre à qui est le plus pur, mais simplement d'essayer de rappeler les chiffres parce que moi, ces chiffres-là, quand je les ai su, ils ont vraiment participé à une immense prise de conscience. Donc on voulait vous partager les derniers chiffres disponibles, pas n'importe qui, du fameux réseau Action Climat. Ils viennent de publier aujourd'hui leur rapport « Comment réduire le trafic aérien de manière juste et efficace ». Je vous laisse avec Alexis qui va vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, le secteur aérien, c'est le seul secteur qui n'a pas commencé à réduire ses émissions. C'est 7% des émissions de CO2 en France, donc c'est considérable. Du coup, on s'est posé la question de comment on fait pour réduire les émissions du secteur aérien. On a commencé à lire des études, et les études, elles concordent toutes. Il faut absolument baisser le trafic. Ça veut dire que les solutions technologiques, les nouveaux carburants, ils seront utiles évidemment, mais ils ne suffiront pas à atteindre notre objectif. Quand on regarde combien ça pollue pour une personne de prendre l'avion, c'est considérable. Par exemple, si moi je fais un aller-retour entre Paris et Bali, ça va générer environ 3 tonnes équivalent CO2. Il y a un consensus scientifique qui stipule que pour respecter l'accord de Paris, il faudrait que tous les êtres humains sur Terre émettent moins de 2 tonnes équivalent CO2 par an. 2 tonnes pour faire toutes les activités humaines, c'est-à-dire se loger, se nourrir, se déplacer. Et là, avec un seul aller-retour à Bali, on va émettre plus que ces 2 tonnes. Donc prendre l'avion, c'est vraiment pas un geste anodin, et la pollution du secteur aérien, c'est quelque chose de considérable. Donc l'idée, c'est de réduire le trafic aérien, mais le faire de manière à la fois efficace et juste, pour que ce soit les personnes qui ont le plus de moyens, qui fassent le plus d'efforts. Et du coup, on s'est posé la question, qui c'est qui prend l'avion? Pour faire quoi? Pour aller où? Et là, on a eu nos premières surprises. La France, l'Europe, le bassin méditerranéen des 34 €. Transavia, les destinations qui vous sont chères, moins chères. Déjà, la première surprise, c'est que les compagnies low cost n'ont pas vraiment démocratisé le secteur aérien. C'est-à-dire que les gens qui prennent l'avion, c'est plus ou moins les mêmes que ceux qui prenaient l'avion avant, c'est juste que maintenant, ils le prennent encore plus souvent. Imaginez jusqu'où nous pouvons vous emmener. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les émissions de l'aérien, c'est surtout des vols de business, des gens qui prennent l'avion pour aller travailler. Et en fait, 75% des émissions, ce sont des vols de loisirs, pour aller en vacances. Ce que révèle ce rapport, c'est que globalement, les passagers aériens, c'est des cadres supérieurs urbains. C'est des gens qui vont plutôt bien. Des gens qui sont aisés, qui ont des bons revenus, qui ont des bons diplômes, qui habitent en ville en général, et qui sont plutôt vingtenaires ou trentenaires. Les vols pour motif familial, c'est seulement 12% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est beaucoup moins que les vols de loisirs. Mais il y a une singularité, c'est que les passagers de ces vols-là sont en général des personnes qui sont beaucoup moins riches, qui vont voir leur famille en Afrique du Nord par exemple. Ensuite, ce qu'on a fait dans le rapport, c'est qu'on a évalué 9 mesures. Pas des mesures qu'on a inventées nous, mais des mesures qui sont déjà discutées dans l'espace public. On les a évaluées selon 3 critères. Est-ce qu'elles permettent de baisser les émissions de CO2 ? Est-ce qu'elles permettent de générer des recettes fiscales pour investir dans le ferroviaire notamment? Et est-ce qu'elles sont socialement justes? Par exemple, taxer les jets privés. C'est une mesure qui est socialement extrêmement juste, puisque les gens qui prennent le jet privé sont très privilégiés, ont les moyens. En revanche, en termes d'impact CO2, c'est quelque chose d'assez faible, puisque le plus probable c'est que les riches continuent à prendre le jet privé, même s'ils sont taxés. Il y a une mesure qui coche toutes les cases, c'est ce qu'on a appelé la taxe grand voyageur. Le principe, il est très simple, si vous prenez l'avion une fois par an, vous allez être très faiblement taxé. En revanche, si vous prenez l'avion 3, 4, 5 fois par an, là vous allez être plus fortement taxé. Et c'est une mesure qui est particulièrement juste puisque les personnes qui prennent plusieurs fois l'avion par an sont des personnes qui sont particulièrement privilégiées, et c'est à elles qu'on va demander une surtaxe, de payer plus. A l'inverse, l'immense majorité des Français qui prennent jamais l'avion ou presque jamais, eux, ils ne paieront pas de taxe ou une taxe très faible. Ben merci mon petit Jo. Voilà. Parmi les 9 mesures qu'on a évaluées, il y en a une qui est particulièrement rapide et facile à mettre en œuvre, c'est la hausse de la taxe Chirac. Le gouvernement pourrait décider de l'appliquer dès le budget 2025. Aujourd'hui, la taxe Chirac en France, elle est particulièrement basse, c'est-à-dire que si vous allez en Europe, vous allez payer 2,50 € sur votre billet d'avion, et si vous allez à l'autre bout du monde, vous allez payer 7 €.
Autant dire qu'avec ces montants-là, ça va ni dissuader les gens de prendre l'avion, ni permettre de vraiment financer le train. Cette taxe, elle existe déjà dans d'autres pays et elle est bien plus élevée qu'en France. Par exemple, si vous partez du Royaume-Uni pour aller aux États-Unis, vous allez payer 100 € de taxe sur votre billet d'avion. Nous, ce qu'on a évalué, c'est la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, qui proposait d'avoir 30 € pour les courts courriers et 60 € pour les longs courriers. Cette taxe, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est directement fléchée vers les investissements ferroviaires. Concrètement, elle va financer l'AFIT, l'agence de financement des infrastructures de transport, qui est le bras armé de la relance du ferroviaire en France. Et c'est aussi le bon moment pour la relever, cette taxe Chirac, puisqu'on nous annonce partout des coupes budgétaires au ministère de la Culture, de l'Éducation, de la Santé, et là, on a un secteur qui ne contribue pas autant qu'il devrait à la solidarité nationale et à qui on ne demande pas assez d'efforts. Alors je sais que lire des rapports c'est pas ce qu'il y a de plus séduisant, que souvent on a un peu peur de pas être légitime et que ce soit trop compliqué pour nous, mais là en l'occurrence, je crois que c'est vraiment important d'aller à la source de l'information. Ce rapport il a été fait pour être lu et donc il est très bien fait, il n'est pas extrêmement long et que les apprentissages qu'on en tire ils sont assez conséquents, donc je vous invite à aller le voir. Et puis surtout à essayer de faire en sorte que cette vidéo elle aille toucher des personnes qui se sentent pas vraiment concernées par ce sujet encore.